Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Face à Face. Aujourd'hui, nous recevrons une dame très dynamique, une personnalité publique très courageuse. Elle incarne à la fois détermination et force. Il faut dire qu'en ce moment, elle a comme bagage l'héritage d'un parti politique, j'ai nommé l'UDC, et en même temps une vision énorme pour la ville de Foumban. Vous l'avez deviné, c'est Madame Tomaino Ndam-Njoya. Bonjour Madame. Bonjour. Et c'est la première fois sur Face à Face. Vous êtes sur Carrefour Télévision. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur ce plateau? Et c'est vrai que c'est nous qui devons vous remercier parce que nous sommes chez vous. Je suis honorée d'être à votre plateau et je souhaite adresser à vos téléspectateurs tout mon salut cordial. Et j'espère que les objectifs que vous voulez atteindre avec des émissions comme celle-ci seront atteints. En tout cas, je suis là parce que je partage la vision de que les politiques, les médias et la société civile sont des partenaires incontournables qui se complètent. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, nous allons regarder ce reportage sur Madame le maire de Foumban. Hermine Patricia Ndam-Njoya est aussi entrepreneur. Elle est à la tête d'une des plus grandes plantations privées du Cameroun. Sa plantation de café, dénommée AND, est située à Kouti, dans l'arrondissement de Koutaba, département du Nord, région de l'Ouest. Engagée dans la promotion de la filière café, elle est la présidente de l'Association des femmes camerounaises dans le café, AFECC. Elle assure par ailleurs depuis 2013 la fonction de présidente du comité pour la promotion du genre à l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. En 2007, au terme des élections législatives et municipales, elle est élue pour la première fois députée de l'Assemblée nationale pour le Nord. Une seconde fois en septembre 2013, au sein du bureau du Parlement, l'honorable Patricia Ndam, porte-parole du groupe non inscrit de l'UDC, va occuper le poste de secrétaire dans la commission des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des libertés, de la justice, de la législative et du règlement. Elle est élue maire de la commune de Foumban à l'issue du double scrutin du 9 février 2020 et devient la première femme maire de l'histoire de la commune. L'honorable Hermine Patricia Ndam-Njoya assure les affaires courantes de l'UDC jusqu'à la tenue de sa convention en 2021, en même temps qu'elle préside le syndicat des communes du Nord. Fervent défenseur des droits de l'homme et notamment de la femme, Madame le maire de Foumban incarne la fille camerounaise et africaine moderne, affranchie des considérations traditionnelles déshumanisantes et contre toute l'administration du type indigène. C'est ainsi que le ton utilisé pour exprimer sa désapprobation face à l'administration de commandement est souvent perçu par d'aucuns comme l'une de ses faiblesses. Derrière cette vivacité d'esprit et cet accent incisif se cache une patriote, une personne aimable, travailleuse, rigoureuse et amoureuse de l'environnement. Femme courage, la présidente nationale de l'UDC a fait ses classes comme militante ordinaire, membre du comité chefferie supérieure depuis 1991, de la section du quartier Ndinka à Foumban, du comité d'arrondissement du Noun 1 et du comité départemental Noun 1A. L'honorable Hermine Patricia Tomaino Ndam-Njoya a occupé des responsabilités. Son dévouement et sa pugnacité ont valu sa cooptation au bureau exécutif national et au bureau politique. Entre autres faits de son engagement, sa participation active à des marches de l'opposition pour un retour au multipartisme. Elle est portée au gouvernail du parti alors qu'elle assurait ses affaires courantes, mission qui lui a été confiée à l'issue de la rencontre du bureau politique tenue le 26 avril 2020 à Foumban afin de gérer la vacance du pouvoir suite au décès le 7 mars 2020 du président national, le docteur Adamou Ndam-Njoya. Le docteur Adamou Ndam-Njoya fut l'époux de Hermine Patricia Tomaino Ndam-Njoya et son mentor politique. L'honorable Hermine Patricia est l'auteur de plusieurs ouvrages dont L'Enfer Rose, Les élections bancales et Les coquelicots de l'espoir, paru en 2016 et qui retrace l'histoire de son grand-père Angelo Tomaino, d'origine italienne. Née à Yaoundé en 1969, Hermine Patricia Ndam-Njoya a grandi entre la ville de Yaoundé et Foumban.
Au terme de son cycle primaire, elle entame en 1980 son cycle secondaire au lycée Sultan Djoya de Foumban jusqu'à l'obtention de son baccalauréat A4 en 1987. Elle rejoint alors la faculté des droits et des sciences économiques de l'université de Yaoundé où elle obtient sa licence en droit en 1990 et une maîtrise en droit public en 1991. Spécialiste en formation des organisations, elle a coordonné plusieurs programmes et projets parmi lesquels la Task Force VIH-Sida et enfants à la World Conference of Religions for Peace, Hope for African Children Initiative et le programme PACDU de la coopération Cameroun-Union européenne. Sa corpulence ne dit rien quant à ce qui est de sa bravoure et de son courage. À retour sur ce plateau, à Madame le maire, ma première question sera celle-ci. Il y a quelque temps, vous avez rencontré le chef de l'État, le président de la République. Je crois que c'était le 10 janvier dernier. Vous avez eu un échange, mais cet échange a laissé des inquiétudes et même beaucoup de personnes se sont demandé de quoi parliez-vous, Madame le maire, avec le président? Je crois que justement pour que tout le monde puisse avoir la teneur de la communication que j'ai pu avoir avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. En tant que président national de l'Union démocratique du Cameroun, nous avons donc fait tenir à l'opinion nationale et internationale un communiqué dans lequel je suis revenue de façon claire sur que pendant la présentation des vœux du corps constitué au président de la République, nous avons pu lui faire savoir ce qui nous semble être la préoccupation primordiale de tous les Camerounais, en tout cas de la grande majorité des Camerounais, en cette année électorale, à savoir la modification consensuelle du code électoral. Et nous étions impressionnés qu'il prête une attention particulière et qu'il nous dise qu'il était ouvert. Et donc, nous lui avions donc fait savoir que nous lui porterons encore cet important document parce que justement, il avait laissé entendre qu'il n'avait pas, eu le premier document que l'ensemble de la plateforme des partis politiques pour la modification avait porté à son attention en 2021. C'était le 22 novembre 2021 que nous lui avions porté cet important document qui avait fait l'objet d'un travail intense pendant plusieurs mois. Vous vous souvenez que c'est en mars 2021 que nous nous sommes retrouvés ensemble avec cette... Mais pourquoi les autres leaders politiques avec qui vous étiez en 2021 justement, je vais citer le président Kamto, le président Maurice Kamto du MRC, M. Cabral Libri et les autres, pourquoi ne se sont-ils pas retrouvés avec vous pour échanger avec le chef de l'État à ce propos? Je ne sais pas, mais moi j'ai été invitée en tant que président national de l'Union démocratique du Cameroun, parti politique représenté à l'Assemblée nationale, parce que c'est les corps constitués. Et donc, je ne peux pas savoir si ils avaient reçu l'invitation. De toute façon, l'éthique qui nous porte à l'Union démocratique du Cameroun, et tout le monde le sait, c'est que quand vous vous retrouvez quelque part et que vous êtes convaincu qu'il y a une action à mener, alors menez cette action sans attendre qui que ce soit, sans attendre que vous soyez accompagné. Si vous êtes deux et que l'action que vous devez mener doit être menée par deux personnes, vous devez donc la mener avec cette personne. S'il y a une équipe qui doit faire en sorte que on puisse arriver ensemble pour un intérêt avéré public, et chaque personne dans cette équipe doit pouvoir jouer son rôle. Nous y croyons, nous pensons que je me suis retrouvée, peut-être d'autres leaders... Vous parliez pour les autres?
je suis une femme politique. La politique, c'est pour le service public, c'est pour la cité, si vous voulez, c'est pour la société, c'est pour la communauté. Donc, en fait, je parle pour tous ceux qui croient en nous et je parle pour tout le monde, si vous voulez. À ceux qui voyaient un rapprochement avec le RDPC, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce qu'il s'est dit que peut-être l'UDC est en train de négocier pour se rapprocher du parti au pouvoir. Je trouve que ceux-là doivent évoluer un peu et doivent comprendre ce que c'est que la dynamique politique. La République, c'est la chose publique. Nous sommes au Cameroun, nous sommes une république démocratique. Le RDPC et l'Union démocratique du Cameroun sont des partis politiques qui, tous les deux, concourent à la conquête du pouvoir, à l'expression du suffrage. Donc, nous sommes une composante de notre pays et je crois que nous sommes déjà, du point de vue constitutionnel, amenés à travailler ensemble. Donc, je ne vois pas quel problème il y aurait entre... Et je ne vois pas pourquoi est-ce que vous parlez de rapprochement, mais bien sûr que chacun a son idéologie, chacun a son projet de société et nous visons tous la construction du pays. Si aujourd'hui nous pensons qu'il y a des problèmes et que nous aspirons à prendre le pouvoir, c'est pour démontrer que celui qui a le pouvoir actuellement, qui tire les ficelles, qui tient les rênes de toutes les institutions, qui dirige tous les domaines de la vie nationale, a échoué quelque part. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous parlez de rapprochement. Nous travaillons ensemble, tous les partis politiques, que ce soit le RDPC ou que ce soit n'importe quel autre parti. Nous sommes appelés à... On constitue une catégorie d'acteurs. Avez-vous donc réintroduit cette proposition de réforme du code électoral, puisqu'il était question pour vous de la réintroduire, étant donné que le chef de l'État n'avait pas eu vent? Si nous l'avons fait, ça a été fait. Je crois que si vous aviez assisté à la présentation des vœux à la presse, vous auriez été au courant de cette information qui était capitale. Nous nous sommes organisés parce que la plateforme a eu un secrétariat technique avec une coordination dont la coordination a fait le nécessaire. Et je crois qu'il a communiqué d'ailleurs sur ce travail. Alors, ce même mois de janvier dernier, votre bureau a été cambriolé. Est-ce que vous voyez une main qui veut nuire peut-être à votre travail à la mairie ou encore à vos projets de société par rapport à la nation? Malheureusement, j'ai eu la mauvaise surprise quand je suis entrée dans mon bureau de découvrir qu'il avait fait l'objet d'un cambriolage en bonne et due forme parce que mes tiroirs étaient retournés. J'ai d'ailleurs aussi communiqué par rapport à ce cambriolage parce que c'est ma façon d'agir en toute transparence parce que c'est un service public dont les populations qui sont censées savoir au jour le jour comment est-ce que leur commune se porte devaient le savoir et d'autres aussi. J'ai dit dans mon communiqué, mes tiroirs étaient retournés et j'avais un coffre-fort qui a été carrément éventré et tous les documents et tout ce que je pouvais avoir gardé dans ce coffre-fort comme valeur a été pris. Et voilà, donc je sais que les cambriolages, c'est tous les jours, c'est tout le monde. Ça va arriver, mais pour ce type de cambriolage dans une mairie... Je trouve que c'était un peu très difficile, mais nous sommes organisés comme toutes les administrations, nous avons des gardiens qui étaient là. Et donc, nous avons aussi
des personnes qui travaillent tard, dont une enquête a été ouverte. Une enquête a été ouverte parce que l'autorité de tutelle était la première institution qui a été mise au courant, parce que je sais également qu'il est là pour savoir ce qui se passe, et il a commis le commandant qui est venu, et j'ai dit tout ce que je pouvais dire au commandant qui a ouvert une enquête. Maintenant, il faut que l'enquête puisse aboutir. Malheureusement, je ne suis pas pessimiste. J'y crois j'espère qu'on va toujours trouver ce qui s'est passé, parce que il faut qu'on y arrive. C'est pas tous les jours qu'on cambriole une mairie, encore le bureau du maire. Justement. Donc, c'est malheureux, encore une fois, mais j'espère que les enquêtes vont aboutir. Depuis lors, est-ce que la sécurité a été renforcée? Oui, nous avons fait ce que nous avons pu pour déployer encore un peu plus de sécurité. Déjà, nous pensons que dans un système où il n'y a pas beaucoup de moyens, même je pense que même la présidence de la République a été cambriolée. Nous avons suivi que, je ne sais pas si c'est un problème de moyens. Donc, malheureusement, il faudrait beaucoup plus que nos officiers de police judiciaire, il me semble, aient beaucoup plus de moyens pour pouvoir mener jusqu'à bout leur enquête. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'espèce, on aurait pu imaginer que les empreintes digitales soient prises, puisque le coffre a été éventré avec des équipements qui étaient les équipements de la mairie. Donc, on aurait pu imaginer qu'on retrouve les empreintes. On aurait pu imaginer qu'avec les images, par exemple, de la caméra de surveillance, qu'on fasse un portrait robot et qu'on puisse diffuser ce portrait robot à travers tout le territoire. Et ça, c'est des éléments importants. Vous avez suivi, il y a des meurtres dans les pays développés où la police scientifique, elle est percutante. Même 20 ans après, avec les ADN, avec les enquêtes, on finit par retrouver les personnes. Et c'est un remède dans notre société. Quand on a démasqué les personnes qui sont rentrées comme ça, et quand il y a eu des enquêtes bien menées, on trouve et on sanctionne. Je suis désolée de le dire, mais les deux gardiens de la mairie, j'ai appris, parce que j'ai demandé à mes adjoints de se rapprocher du ministère public, et j'ai appris qu'ils sont en prison. Pour ma part, avant d'envoyer des personnes en prison, il faut se rassurer de ce que ces personnes sont bien partie prenante dans ce qui s'est passé, parce que ça, c'est un élément important. Bien sûr qu'il y va de leur responsabilité de gardien, mais moi, je serais beaucoup plus rassurée de savoir exactement, d'avoir une preuve de ce qu'ils ont, ils ont été impliqués, parce que sinon, nos prisons vont piluler, c'est un autre problème, vont piluler de personnes qui sont innocentes, par exemple, d'autres qui ne le sont pas, ils sont dehors. Donc, c'est pas vous voyez qu'il y a... nous sommes victimes, mais il y a des personnes qui sont responsables, il y a des institutions qui sont responsables. Si on continue dans la société à ne pas trouver les criminels, à ne pas trouver les bandits, alors les autres ne vont pas se cacher, ils vont venir faire ce genre de coups. Mais excusez-moi, ne me demandez pas si ils l'ont fait parce qu'ils ont un problème particulier vis-à-vis du maire. Je pense pas. Et je ne peux pas le penser, parce que je ne fais du mal à personne. Donc, je ne pense pas que quelqu'un puisse vouloir particulièrement me faire du mal. Les enquêtes vont déterminer ce qui s'est réellement passé. Madame le maire, récemment, vous avez dénoncé l'exclusion dans le processus décisionnel dans notre pays des ressortissants du NON. Ça vient de vous. Est-ce que pour vous, vous pensez que ceux-là du NON sont marginalisés dans ce processus-là? Je ne pense pas avoir mis sur la sellette les
l'exclusion particulièrement des populations du Nord. C'était dans quel domaine, mais de toute façon, pour nous, dans un pays où on sait que c'est par nous tous, comme on dit toujours, et pour nous tous, dans un pays qui est pour tous, comme la République, c'est la chose publique, on devrait pouvoir avoir un système de gouvernance qui est inclusif à tous les niveaux de la vie et des secteurs de la vie nationale. Vous voulez parler d'une sorte de rotation? En principe, la rotation n'est pas nécessairement la technique parce qu'on ne fait pas de la rotation pour se rassurer que tout le monde va y passer. Mais il y a des systèmes, par exemple, du point de vue des institutions, déjà, l'autorité au Cameroun, elle est par la voie d'élection. Ceux qui exercent l'autorité sont choisis par le peuple qui est souverain. Donc déjà, il faut que le vote se passe bien et c'est pour ça que nous pensons qu'en année électorale, pour choisir le président de la République, les Camerounais doivent se prononcer. Donc, et après que le vote se soit bien passé, qu'il soit transparent, qu'il soit équitable et juste, il faut comprendre que les populations vont adhérer à la participation de la vie commune, toutes les populations qui ont compris que leur voix a été prise en compte. Donc c'est automatique. Maintenant, quand on a l'impression que il y a déjà que les élections ne sont pas transparentes et que se retrouvent aux instances de prise de décision des Camerounais qui n'ont pas été nécessairement votés par les populations, ça crée des frustrations. Ceux qui sont laissés pour compte sont marginalisés et sont frustrés. Quel est l'impact dans le développement des régions et même du pays en entier? Non, mais Quel est l'impact que certains soient, comme vous dites, marginalisés, surtout dans les décisions du pays? Oui, mais le problème, déjà, ce n'est pas au niveau ce n'est pas seulement au niveau de ceux qui sont laissés pour compte, qui sont laissés de côté. Le véritable problème, c'est même que ceux-là qui sont aux rênes de nos institutions, finalement, ils ne travaillent plus pour des objectifs nobles. Ils ne travaillent plus pour ce pourquoi la politique est, pour le bonheur des citoyens, pour veiller à ce que les droits fondamentaux des êtres humains, la protection, la vie décente, les populations épanouies parce que pouvant se soigner, pouvant aller à l'école, pouvant circuler dans les routes normales, pouvoir exercer des activités et non être toujours au chômage parce qu'il n'y a aucune opportunité. Les populations pouvant être vraiment fières d'appartenir à un pays aussi riche que le Cameroun. Ce n'est plus pour cela que ces personnes travaillent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Vous-même, vous allez me dire comment est-ce que vous trouvez tous les problèmes et comment est-ce que les Camerounais, vous pouvez interroger les Camerounais dans la rue, ils vont vous dire ce qu'ils pensent du pays. Mais donc le problème n'est pas ceux qui sont marginalisés, le problème c'est un gâchis parce qu'il y a des personnes qui occupent des positions sans pour autant remplir les cahiers des charges, sans pour autant remplir leurs termes de référence. Et alors que c'est pour nous tous, le Cameroun, les moyens qu'ils ont sont les taxes de l'État, c'est les richesses du minière, du sous-sol, tout ce qui provient des échanges des produits du Cameroun. Donc, ils puissent sur ce qui est commun pour
pour se maintenir au pouvoir. Parce que finalement, on se rend compte que si les élections ne sont pas transparentes, c'est pour qu'ils puissent rester au pouvoir. Mais nous, on dit que le pouvoir, c'est pas pour le pouvoir, c'est pas pour après, avec les amis, se partager les administrations du Cameroun. Non, le pouvoir, c'est pour permettre au Cameroun durablement de se développer et que les Camerounais soient vertueux, heureux et qu'il n'y ait pas de discrimination, que ce soit au niveau des femmes ou des hommes ou des jeunes. La discrimination, une catégorie des personnes, par exemple, importantes comme les jeunes aujourd'hui. Peut-être vous pouvez dire, c'est eux qui se sentent discriminés parce qu'ils sont les plus nombreux au Cameroun. On ne les retrouve pas au niveau des instances de prise de décision et ils sont au chômage pour la plupart. On a l'impression qu'on les néglige. Donc, on y reviendra, Madame le maire. Voilà. On va parler de votre police municipale en 2023, lors de la création de celle-ci. Il y a eu quelques tensions avec l'administration locale. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est réglé ? Oui, en fait, ce n'était pas seulement en 2023, comme vous le dites. La police municipale de Fumban a été créée par l'illustre maire qui m'a précédé, le docteur Adamou Ndam Djoya, qui, en son temps, avait déjà compris que c'était important qu'il y ait un corps, de par la loi d'ailleurs, qui devait assister, qui devait être le bras séculier, si vous voulez, des activités d'assainissement, d'ordre dans les voies. Mais elle n'était pas encore effective. Donc, elle était effective, justement. Non, elle n'était pas encore effective. Justement, le président, le docteur Adamou Ndam Djoya, il avait eu des problèmes dans le sens où le jour où après avoir formé cette police avec ses pairs qui étaient les maires du syndicat des communes du Noun, parce qu'ils ont voulu mutualiser les moyens pour former des polices sanitaires. À ce moment-là, c'était la police sanitaire dans toutes les communes du Noun. La formation s'est bien passée et le jour où ils devaient vraiment rentrer dans leurs fonctions, l'autorité administrative de l'époque est venue interdire cette police-là. Donc nous, quand on est arrivé à la mairie, c'était plus que d'actualité encore. Avec le Code général des collectivités territoriales, c'était prévu que nous ayons un corps de police municipale et qu'il peut se trouver que avant que la police sanitaire puisse jouer ce rôle, nous avons fait pareil dans le cadre du syndicat des communes du Noun parce que c'est toujours pratique de mutualiser les efforts. Nous avons commis un formateur qui a dispensé des leçons et il a été interrompu dans son travail par la même autorité administrative. Et donc, en même temps, nous, les communes, avec tout ce que vous avez vu aujourd'hui, il faut pour l'assainissement, pour les emprises publiques qui sont de tout temps occupées par les populations, les voitures qui garent n'importe où, les petites verbalisations, elle est importante. Oui, et les forces de maintien de l'ordre ne sont pas même, ils ne sont pas toujours à notre disposition. Et le nombre, ils ne sont pas nombreux. Et c'est comme vous le dites, c'est une volonté. La décentralisation, déjà, c'est une volonté. Donc, on nous a taxé à l'époque de former une milice. Tout à fait. C'est pour ça que j'essaye de savoir aujourd'hui, avec les téléspectateurs, est-ce que le climat est serein aujourd'hui avec l'administration par rapport à cette police municipale? Beaucoup justement. mieux, le climat est serein avec l'administration. Vous savez, quand le climat est serein avec l'administration, c'est pas seulement
l'activité de la police municipale qui va bien se porter, plusieurs autres secteurs vont bien se porter. Et le climat doit être serein selon notre lecture de la décentralisation et selon ce qui est comme objectif recherché. La collaboration entre les acteurs au niveau local, elle est indispensable. Donc, et chacun doit rester dans son couloir. Et vous pensez que depuis la mise en place de cette police, il y a beaucoup d'améliorations dans la ville? Il y a quand même une amélioration dans le sens où on peut compter sur cette police municipale pour des actions à mener sur le terrain en temps réel. Mais la police, à l'heure actuelle, n'est pas suffisante au prorata du nombre de la population. On avoisine plus de 250 000 habitants. Et il y a combien de policiers municipaux? On a à peine 15 polices municipales, donc c'est très très peu. Chaque jour, le chef de la police municipale essaye de faire une répartition de ces éléments. S'il faut déjà 2 au niveau de la mairie, s'il faut 2 au niveau du service technique par rapport au règlement d'urbanisme, des constructions qui pilulent dans la ville, s'il faut 3 dans chaque marché, on a aujourd'hui peut-être 3 grands marchés seulement à Fombane. Alors, s'il faut 2 au niveau de la circulation, vous allez voir que le nombre est vraiment insuffisant et il faut une formation. Nous, ce qu'on souhaite faire comprendre aussi, c'est que cette police doit se former parce que elle est proche des populations. Et leur attitude, la compréhension que les populations aient, parce qu'il fallait aussi que les populations acceptaient la police municipale. Elle était étonnée de voir des bonshommes qui sont habillés en violet et qui ne sont pas les forces de maintien de l'ordre qu'elles ont l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que c'est important de la former beaucoup plus. On va évoluer. Vous avez annoncé récemment votre candidature à l'élection présidentielle 2025 déjà. Quels sont les axes principaux de votre programme? En effet, lors des vœux à la presse, c'est l'occasion pour nous de donner la position par rapport aux faits importants. Et nous avons annoncé la candidature de l'Union démocratique du Cameroun qui faisait suite à la retraite politique que nous avons organisée parce que je pense les 8 et les 9 février, nous avons une retraite politique. Ce sont des instances de réflexion avec les corps nationaux, le bureau exécutif national, le bureau politique, le conseil exécutif national, les élus. Nous nous retrouvons et nous échangeons par rapport à l'état des lieux et par rapport aux priorités. Donc, c'est à la suite de cette retraite politique et l'une des résolutions aura été que l'UDC annonce officiellement le candidat à l'élection présidentielle qui est son président national. Les statuts du parti le stipulent déjà. Mais il ne fallait pas s'attendre aux primaires et autres. Non, mais l'annonce officielle, c'est toujours un moment solennel et c'est toujours à la demande de ces corps, comme je l'ai dit, supérieurs, qui c'est toujours, comme on dit, d'abord une messe à l'interne, comme une onction. Il faut qu'ils donnent l'onction pour que le public, pour qu'on le fasse officiellement. Donc c'est ce qui s'est passé et pour nous, nous sommes conscients de cette responsabilité et en 34 ans, nous avons 34 ans, l'Union démocratique du Cameroun. Notre parti a été légalisé le 26 avril 1991. Et je sais que l'Assemblée constituante s'est tenue en mars
je pense que c'était le 4 mars 91. Pour nous, nous restons constants. Il est important que le Cameroun puisse s'arrimer dans la mobilisation des Camerounais pour qu'ils participent eux-mêmes à la Constitution nationale. C'est ce qui nous anime. Nous voulons que on puisse partager cette voie qui est l'éthique républicaine, patriote, les démocrates et citoyennes, que ce soit une réalité, parce que pour le moment, ça ne l'est pas au Cameroun. Donc, nous voulons que le Cameroun puisse s'arrimer à ce partage éthique des valeurs et des principes pour faire du Cameroun un pays véritablement prospère et pour faire des Camerounais des hommes et des femmes qui sont fiers d'être partie prenante de cette nation et pour que les amis du Cameroun puissent tirer un exemple de pays où chaque personne apporte sa contribution et que tout l'ensemble participe vraiment à la création de cet environnement sain, citoyen. Parlons toujours de cette élection présidentielle. On se souvient qu'en 2018, vous aviez obtenu, ou l'UDC a obtenu 1,73% de voix. Pour cette nouvelle, je ne parle pas encore de campagne, pour cette élection 2025, quelles seront vos ambitions et sur quoi misez-vous pour faire un peu plus que le dernier score? Nous n'avons jamais vraiment cru au score lors des élections au Cameroun en général. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que si nous souhaitons que le code électoral soit modifié, c'est parce que celui de 2012 a été adopté par le seul parti qui est au pouvoir. Et avant l'adoption de ce code électoral, vous vous souvenez, en 91, c'était le MINAT qui organisait les élections. Après, il y a eu l'Observatoire l'ONEL national pour les élections. Et depuis que nous avons toujours insisté, ELECAM qui organise les élections, c'est bien, mais ELECAM n'a pas les moyens véritablement. Vous ne croyez pas? Bien sûr que nous devons y croire. C'est pour ça que nous sommes partie prenante en tant qu'acteurs dans le maillon de la chaîne du processus électoral. C'est pour ça que nous avons pris la peine de nous asseoir et de proposer un code qui est consensuel, qui est une exigence d'ailleurs de la communauté internationale, parce que les instruments juridiques internationaux auxquels le Cameroun a souscrit demandent qu'un code électoral soit adopté de façon consensuelle, parce qu'ils savent qu'après les élections, il y a des violences. Ils savent que quand on n'a pas organisé des élections justes, il peut avoir des troubles dans le pays et on ne le veut pas. Et en 2018 d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu des événements qui sont venus s'ajouter à la crise du nord-ouest et du sud-ouest, à l'insécurité à l'est. Il y a eu vraiment une grave crise post-électorale et d'ailleurs, il y a des personnes aujourd'hui qui sont toujours arrêtées, qui sont emprisonnées. Nous y participons parce que nous avons des hommes et des femmes qui croient en nous et que le Cameroun ne doit pas être abandonné ou laissé à des personnes qui ont donné l'impression jusqu'ici de travailler pour eux-mêmes, mais pas pour le Cameroun. Si nous n'y allons pas, on ne pourra pas comprendre quel est le problème. C'est parce que nous y sommes vous participez à ce jeu justement qui consiste pour eux de fausser les bases de ces élections. Si à chaque fois on demande la refonte du code électoral et que cela n'est pas pris en compte, et on y participe. Il faut y participer justement pour ne pas laisser le Cameroun aux mains de ces personnes qui ne croient pas aux Camerounais, mais qui croient
en leur intérêt égoïste. Si nous, on n'y allait pas, j'ai été personnellement agressée le 20 février 2020 dans mon bureau de vote. J'étais all access. J'ai vu que toutes les autorités étaient là et personne n'a cru devoir appliquer la loi, au moins pour arrêter des personnes qui n'avaient rien à voir. Vous savez que dans notre circonscription, 3 personnes sont mortes à notre connaissance. Et imaginez donc que si nous n'y allons pas, on ne va jamais voir les imperfections du code. Il faut y aller pour comprendre qu'il y a déjà un problème au niveau du fichier électoral, parce que il y a plein de populations qui n'arrivent pas à voter parce qu'ils n'ont pas été retenus dans le fichier électoral. Il faut y aller pour voir les imperfections du code par rapport au bureau de vote. Même le vote même en tant que tel, on se rend compte qu'il y a des achats de bulletins au sortir du bureau de vote. C'est pour ça que nous souhaitons avoir un bulletin unique. Nous voulons qu'on puisse amener la biométrie au niveau du vote parce qu'on n'est pas sûr que la personne qui vote, c'est la même personne qui a eu son empreinte digitale. On doit le faire. C'est une expérience. On participe. Vous deviez nous remercier de construire parce qu'on accepte, si vous voulez, d'y aller en sachant que ce n'est pas parfait, mais pour prouver que voilà ce qu'il faut faire. Nous n'y voyons pas de problème, d'inconvénient, mais les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, il y en a peut-être qui pensent comme... Nous souhaitons passer le message aux téléspectateurs qu'ils comprennent que le premier droit et le premier devoir d'un citoyen, nous sommes en République, nous ne sommes pas dans une autre forme d'État. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une espèce de monarchie centraliste, mais nous sommes encore dans la République du Cameroun. Donc les citoyens doivent aller voter. Ils doivent se rassurer de voter librement, parce que c'est leur premier droit et c'est leur premier devoir. C'est eux, le peuple souverain, comme la Constitution le dit. Donc c'est eux qui donnent le pouvoir au président de la République, c'est eux qui donnent le pouvoir à l'Assemblée, aux parlementaires. Donc il faut qu'ils votent. Et quand ils vont voter de façon déterminée, engagée, alors à ce moment-là, les choses vont changer. Parce que comme vous le dites si bien, nous y allons. C'est pour ça que je suis maire. Monsieur, si je n'étais pas allée au vote, je ne serais jamais maire. Et ça peut arriver que ça marche quand on est engagé quelque part. Et s'il y a, comme je disais, je pense on est 360 mairies au Cameroun. S'il y a 360 mairies où les populations se comportent comme ici à Fouman, je pense qu'on pourra bien changer quelque part. Nous espérons que le message est passé. Madame le maire, on évolue. Êtes-vous satisfaite de la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays? Je ne le suis pas. Je suis désolée d'être aussi claire, précise, tranchante. Il y a un gros retard. La décentralisation est apparue dans notre Constitution en 1996 et c'était à la suite des grands moments de la tripartite que la décentralisation a été inscrite dans la Constitution parce qu'on s'est rendu compte que dans toutes les régions du Cameroun, il y avait un problème de représentation et il y avait un problème de développement. Donc, les objectifs de la décentralisation, c'est de faire en sorte que l'État ne soit plus un État centralisé à 100% et que le développement local... Oui, et que le développement local puisse se ressentir, soit effectif au niveau de nos localités. Et le développement est local parce que ce sont les populations qui doivent s'organiser elles-mêmes parce que en se rapprochant du pouvoir, en se rapprochant des communes, en participant à la vie des quartiers, parce que ça commence dans les quartiers, qu'on soit partie prenante dans le changement, dans l'évolution, dans la construction de la ville et ça va aller croissant jusqu'à l'État. Donc,
nous avons eu le Code général de la décentralisation en 2019. J'étais dans la commission des lois. À ce moment, j'étais parlementaire, membre de la commission constitutionnelle, dont j'ai apporté lors de l'examen de la loi dans ma commission beaucoup de propositions qui n'ont pas été prise en compte. Comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, il n'est pas possible de changer d'un iota le projet de loi. Donc, la loi a beaucoup de problèmes déjà. Donc, et aujourd'hui, même cette loi manque de décret d'application. Alors, c'est lent. Une loi doit être adaptée. Dans votre commune qui sont bloqués dû à ce manque de réglage de cette décentralisation, justement? Et pas dans ma commune seulement. Je suis sûre qu'au Cameroun, toutes les communes ressentent ces manquements liés à l'inopérabilité de la décentralisation, si vous voulez, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution. Elle est une volonté politique. Pour nous, c'est une violation toute simple de la politique parce que sinon, on ne peut pas affirmer cette décentralisation et de l'autre côté, sur le terrain, avoir l'impression qu'il y a des forces qui sont là pour empêcher la décentralisation de fonctionner. Donc, les richesses, les premiers problèmes peuvent être liés, par exemple, à la fiscalité locale. Vous voyez, on vient de prendre une loi en 2024 par rapport aux principales méthodes de recouvrement. Parce que sans recettes, on ne peut pas avoir les moyens face aux problèmes criards que nous connaissons. Les problèmes, c'est tous les jours. Comme vous l'avez vu, il faut les écoles, il faut les centres de santé, il faut la route, il faut les aides, il faut l'environnement. Mais n'y a-t-il pas des communes dans ce pays qui reçoivent entièrement leur dotation à chaque budget? Il y a les dotations générales de la décentralisation qui sont très peu suffisantes. Vous voyez, ça a été toujours le débat depuis le début et chaque commune reçoit chaque année une dotation de 100 millions de francs. À peine on a un projet. Les projets vraiment prioritaires se chiffrent à au moins 100 millions, disons. Donc, si on a 100 millions et on a un projet et tous les autres projets vont tomber. Donc, il y a un problème de décentralisation parce que autonomie administrative, autonomie financière, déjà à ce niveau, il y a un problème. D'accord, madame. Nous allons aller au pas de course parce que vous êtes une dame, mais vous avez aussi pensé aux femmes. Peut-être pas parce que vous êtes une dame. Il y a un programme de soutien aux femmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan ou la mise en chemin de ce programme? Généralement, pour moi, il est question d'égalité du genre. C'est dire que les mêmes droits des femmes devraient être les mêmes droits pour les hommes, parce que nous sommes des êtres humains égaux en droit. Nous partons toujours de ce principe. Malheureusement, il se trouve que dans notre pays, les femmes sont les plus nombreuses, mais on voit par exemple que même quand ELECAM a affiché le nombre de personnes qui sont inscrites, on voit qu'il y a peu de femmes par rapport aux hommes, pourtant elles sont les plus nombreuses. Là c'est les problèmes. Au niveau de tous les secteurs de la vie nationale, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de femmes, surtout au niveau des instances de prise de décision. Tout à l'heure, on était dans le marché, vous avez vu que plus de 90% des femmes qui sont dans le marché sont du secteur informel. Donc on les retrouve dans les secteurs informels, on les retrouve dans les champs, dans les plantations, on les retrouve à la maison, alors que c'est elles qui constituent vraiment la cheville ouvrière. Donc nous, personnellement, en tant que femmes à la mairie,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été parlementaire et pendant que j'étais parlementaire, j'ai beaucoup travaillé pour que nous ayons un code de la famille. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne l'avons pas parce qu'avec un code de la famille, on protège les droits du couple, de l'homme et de la femme, le droit des enfants, le droit des biens que nous générons dans le mariage. Et vous voyez comment, quand il y a des décès, les problèmes successoraux au Cameroun s'éternisent et finissent toujours mal. C'est parce qu'il n'y a pas un code. Il n'y a pas de loi contre les violences sexistes au Cameroun. Il n'y a pas de loi contre les violences domestiques. Les femmes sont victimes de féminicides aujourd'hui, chaque jour. Donc, je ne peux pas être satisfaite quand il y a c'est comme si c'est un coup d'épée dans la mer. Mais je fais ce que je peux faire. Par exemple, j'ai changé le discours lors de la célébration des mariages. Je dis clairement que, parce que le Cameroun a adopté le protocole de Maputo, le Cameroun a adopté la CEDEF, on ne doit plus célébrer le mariage des hommes et des femmes qui n'ont pas au moins 18 ans. Je tiens aux droits de la femme, qui sont ceux-là qui sont le plus discriminés. La femme a le droit d'être d'accord sur le domicile qu'elle va habiter, parce que c'est le foyer. On ne doit plus dire la femme doit suivre l'homme dans son domicile parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Je parle de la co-responsabilité. L'homme et la femme doivent contribuer conjointement à leur devoir. Vous voulez que je vous cite toutes les discriminations? Et malheureusement, non, nous tirons à la fin de ce programme. Je fais ce que je peux faire. Et on encourage beaucoup les femmes dans les associations parce qu'on sait que c'est elles qui soutiennent la famille et plus on a appuyé une communauté des femmes, plus la famille va se tirer. Madame le maire, vous le savez très bien, le développement d'une ville dépend aussi parfois du tourisme, et surtout le développement économique. Est-ce que des projets touristiques nouveaux sont en projet? La ville de Foumban, qui est la capitale de la région, si vous voulez, parce que Foumban, au XIVe siècle, a été la capitale d'un royaume, c'est son histoire. Foumban, c'est ville d'hier, ville d'aujourd'hui, ville de demain. C'est ce que nous aimons dire de Foumban. Et nous pensons aussi toujours de plus en plus que Foumban, c'est le Cameroun en miniature. Quand on voit son histoire, et comment est-ce qu'elle a abrité des institutions importantes. Je pense à la conférence de 61 qui est toujours d'actualité. Foumban a vu les Allemands, les Français, les Anglais. Foumban dans les Grassfields a un environnement qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Donc patrimoine environnemental, patrimoine culturel. Et nous devons bien sûr adopter des politiques pour que cela non seulement puisse être un vécu apprécié par les populations, même au niveau local. Donc pour nous, il faut déjà que les populations au niveau local puissent savoir et puissent comprendre, avoir la pleine conscience de la chance qu'elles ont d'avoir des sites culturels, historiques, naturels, des lacs de cratères qu'on ne retrouve nulle part. Et en même temps, il y a le tourisme agricole, tout ce qu'on peut produire au niveau de Noun, dont Foumban est la capitale. En même temps, il y a tous ces tourismes-là qui vont permettre aux communes de pouvoir entraîner leur population dans les partages d'expériences sportives, environnementales, culturelles et tout. Donc pour nous, on a des projets concrets. Au niveau du conseil régional, les délégués ont fait en sorte que dans toutes les communes, il y ait des points d'information touristique parce que nous souhaitons que les communes puissent échanger sur les mêmes projets, des sites celui qui va aller à Bangourin pourra avoir au niveau du point d'information touristique
les mêmes informations, par exemple. Et donc, c'est déjà pas mal. Et puis, nous avons l'organisation des formations pour les guides. Vous avez vu tout à l'heure, ici, par exemple, à la Maison de la Culture, on envisage d'en faire un hub culturel pour promouvoir ce tourisme-là avec des restaurants. Il faut des hôtels, il faut des routes. C'est dans la culture. Vous voyez, donc c'est dans le cadre. Nous c'est vraiment une activité qui nous tient à cœur et vous pouvez vous rassurer qu'on va y arriver. Que pensez-vous de ces multiples candidatures à la présidentielle et des coalitions qui se forment de part et d'autre? Toutes ces multitudes des candidatures en ce moment, vous par exemple, vous êtes annoncé, les autres aussi qui s'annoncent, et les coalitions différentes qui vont de gauche à droite. Est-ce qu'une fois de plus, l'opposition ne part pas vaincue? Non, pourquoi est-ce que l'opposition partirait vaincue? En rang dispersé de cette manière. Pourquoi est-ce que votre regard, c'est du côté de l'opposition? Pourquoi vous ne tournez pas votre regard? Donner une chance aux partis au pouvoir, autant de candidatures qui arrivent. Ce n'est pas un problème de candidature. Vous savez, en 92, il y avait plusieurs candidats aux élections présidentielles et vous avez probablement ceux qui l'avaient emporté. Donc, ce n'est pas une question de... Je pense que ça devient de plus en plus une supercherie de mettre sur la table cette... question de qu'il faut avoir une coalition pour l'emporter au présidentiel. Ceci dit, vous n'êtes pas prête pour une éventuelle entrée dans une coalition? Je vous ai dit que pour le moment, il faut modifier le code électoral pour qu'il soit transparent et que les Camerounais puissent voter librement leurs candidats. Et la multiplicité des candidatures ne saurait créer un problème. Et je vous le disais aussi, il faut changer la Constitution. Par exemple, on ferait en sorte de limiter le mandat présidentiel. Vous auriez pu le dire. Ça peut être pour demain. Demain, il y a le 11 mars, il y a l'ouverture de l'Assemblée nationale. On peut déposer sur la table de l'Assemblée, si on a la volonté, la modification du code électoral. Un dernier mot sur la montée du tribalisme dans notre pays ces derniers temps. C'est le résultat de la gestion calamiteuse du régime en place depuis plus de 40 ans. Et c'est lamentable parce que la Constitution du Cameroun commence par une exaltation à la construction nationale. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Cameroun est plus que jamais divisé. Et ça nous interpelle, nous les acteurs, parce que les discours haineux sont remplacés aujourd'hui par des actes violents et par le déni de cette construction nationale qui fait du Cameroun ce pays extraordinaire, béni de Dieu, en Afrique centrale, au cœur de l'Afrique centrale. Il n'y a pas de place pour le tribalisme, malheureusement. Nous sommes certains que c'est instrumentalisé, parce que par ceux qui veulent distraire les Camerounais pour rester au pouvoir. Et c'est pour ça que, parce que sont plus nombreux les Camerounais qui croient, qui sont patriotes, qui savent que le Cameroun est par nous tous et pour nous tous, et que le Cameroun a la plus grande richesse, c'est sa diversité. Nous l'avons toujours cru. C'est la diversité des Camerounais qui fait du Cameroun ce que le Cameroun est. Nous y croyons. Nous allons mettre un terme à ce tribalisme instrumentalisé. Merci beaucoup, Madame le maire, en même temps présidente de l'Union démocratique du Cameroun. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Face à Face sur Carrefour Télévision et nous espérons que les téléspectateurs se sont abreuvés à votre source et nous sommes sûrs que peut-être il y aura d'autres émissions dans lesquelles on pourra vous voir. On ne va pas vous demander un dernier mot, juste dire peut-être à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment ce que vous attendez d'eux, ceux de votre ville. Continuer à croire au Cameroun et qu'ils se sentent fiers d'être des Camerounais. Merci Madame. Chers téléspectateurs,
nous sommes arrivés au terme de cette émission de Face à Face. Il y avait sur ce plateau le maire de Foumban, la présidente de l'Union démocratique du Cameroun, et qui nous a entretenus pendant 7 heures. Vous avez bien suivi ce qu'elle a dit. Nous espérons vous retrouver très très bientôt sur un nouveau plateau du Face à Face sur Carrefour Télévision. Restez sur nos programmes. Bonne soirée.